Hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bah voilà, écoutez, je suis un jeune arbitre T3, donc JAJ T3. J'aimerais bien me former, avoir un petit peu plus de connaissances et plus d'informations sur plusieurs points. Du coup, je voudrais savoir si vous pouvez répondre à quelques questions avec là maintenant. D'accord. Moi, la première question que je voudrais avoir, si vous pouvez me répondre peut-être, c'est bah moi, quand j'arbitre en match, je suis tout seul, j'ai pas de binôme. Mhm. J'aimerais peut-être que vous me donniez quelques outils, quelques éléments sur quelques bases pour que je puisse bien me placer en tant qu'arbitre de champ. D'accord. Alors, ce que je vous propose, là, c'est pas forcément facile à expliquer en visio, mais par contre, avec un schéma et puis quelques commentaires, je pense que ça peut vous aider. Je vais vous partager du coup un petit schéma et peut-être vous allez comprendre. Et puis, on n'hésite pas après, vous n'hésitez pas à poser d'autres questions s'il y a des choses. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez face à vous un terrain de handball. Je ne sais pas si ça affiche bien. Exactement, je vois, ouais. Ok, alors pour résumer, les bleus, ce serait plutôt les défenseurs. Voilà, on rajoutera le gardien, hein. Les jaunes sont du coup les attaquants. Le point vert serait la balle. Et là, alors vous m'avez dit que vous étiez seul, hein, donc je vais garder un seul arbitre. Voilà, je vais mettre de côté mon deuxième arbitre. Voilà. Et après, globalement, les lignes. Donc les 9 mètres, le point de 7 mètres, la zone. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui sont importants parce que ça nous permettent de nous positionner géographiquement sur le terrain. Donc, des choses qui sont fondamentales et qui sont importantes, c'est que déjà, en tant qu'arbitre, on doit faire partie du jeu, donc on doit être sur le terrain, mais tout en étant sur le terrain, on doit en tout cas faire attention à deux, trois choses. Premièrement, on doit être au service des acteurs du jeu. Donc ça veut dire que moi, si je me positionne là, le petit point gris, je ne sais pas si vous voyez, si je me positionne sur une trajectoire de passe entre l'arrière et le demi-centre, je vais gêner du coup la circulation de la balle. Donc le premier principe, c'est que je ne peux pas me positionner ici. Il faut prioritairement, en plus si le jeu va vers la gauche, plutôt me mettre en retrait. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Autre point qui est important, je ne dois pas gêner la circulation des joueurs. On imagine que si notre demi-centre, si je me positionne ici, vous voyez, je ne gêne pas la circulation de la balle, mais si mon demi-centre vient jouer un croisé ici, je gêne, du coup, la circulation des joueurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve un placement qui ne puisse pas gêner ça. Donc, ça, c'est important. Autre point qui est important, il faut que je puisse avoir un angle suffisamment grand pour voir une majorité des acteurs. Alors, c'est vraiment pas facile quand on est seul, parce qu'on doit aussi bien voir l'ensemble du jeu des acteurs, mais aussi centrer sur des actions qui sont précises, par exemple les duels. Mais ce que je vous propose, c'est d'en parler après. Donc, globalement, un placement qui serait plutôt, on va dire, un peu plus large. Et là, si on peut faire un petit peu le point, mais je devrais avoir un angle qui permet de voir principalement côté balle. Donc là, j'essaie de vous mettre œil gauche, de voir principalement tout ce qui se passe là. Et mon œil droit devrait pouvoir couvrir, alors œil droit, l'ensemble du champ de vision, hein, devrait couvrir aussi une partie du terrain. Et moi, globalement, je vais m'organiser, me déplacer plutôt côté ballon pour essayer de voir un maximum de champs et d'angles. Donc, je vais m'orienter aussi pour voir l'ensemble des autres acteurs. Donc ça, c'est les choses qu'on retrouve principalement. Ensuite, euh, il est hyper important de voir en permanence la balle. Forcément, c'est notre critère par rapport au jeu pour savoir comment ça se passe. Et puis, je vous ai parlé de duel un petit peu tout à l'heure. Nous, la difficulté qu'on rencontre, notamment pour les GJT3, parce que les oppositions, les duels, quand on passe sur de la désignation extérieure, on est dans le début de championnat qui sont quand même un peu plus importants, c'est cette notion de dualité. Donc, la dualité, il y a l'acteur qui a la balle, qui s'appelle le porteur de balle, et puis là, son adversaire, que je suis en train de mettre en avant. Donc, ce qui est hyper important, c'est que on cherche globalement, si je mets par exemple l'attaquant ici avec la balle là, et mon arbitre, il va se retrouver en fait aligné avec l'attaquant et le défenseur. Donc, forcément, ça va être très très dur pour lui de voir qui a gagné l'action ou pas, notamment cette notion de prise d'intervalle. Donc, un point important, je dois me retrouver, alors, dans la mesure du possible, pas trop loin, parce qu'en fait, le fait de mettre de la présence au-delà du fait qu'on peut mieux voir les choses, permet de marquer aussi pour le défenseur, de montrer la présence de l'arbitre, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être rassurant pour le porteur de balle s'il sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop loin, sans qu'il soit gêné, hein, ça c'est important. Donc il y a ce point-là. Et puis l'autre point, c'est en étant placé de côté, je peux voir les interactions, alors les bras, les jambes des membres, le positionnement du coup géographique et les déplacements que vont avoir différentes personnes. Par exemple, je prends un autre sujet, hein. J'imagine que je mets mon défenseur dans la zone et qu'il y a un contact qui se passe dans la zone. Mon position géographique fait bien comprendre que si le défenseur utilise la zone
pour intervenir, forcément, c'est interdit. Et à l'inverse, si j'ai un joueur qui est en pivot, qui reçoit une balle et qui est à l'intérieur de la zone, bah, c'est interdit aussi. Donc forcément, c'est hyper intéressant de voir son positionnement géographique par rapport aux espaces et par rapport au reste. D'accord. Est-ce que, alors du coup là, j'essayais de faire vraiment, de vous donner un petit peu des explications. Je peux essayer de partir du général au précis. Est-ce que vous avez d'autres choses, des questions peut-être un peu plus précises à poser, des changements de dispositifs, je ne sais pas, Mm. d'autres choses qui vous Bah, paraissent moi, importantes? justement, par rapport à ça, c'est intéressant j'ai une autre question qui m'est venue à l'idée parce que du coup, c'est plutôt clair hein, ce que vous m'avez expliqué et d'ailleurs, merci. Mais bah, du coup, là, c'est plutôt la situation où j'étais tout seul sur le terrain, mais ça peut m'arriver aussi des fois dans mon club d'arbitrer avec un binôme. Et du D'accord. coup, bah, si j'arbitre avec un binôme, comment ça se passe cette histoire là, du coup, de voir si le joueur est dans la zone, du coup, qui est-ce qui va plus le regarder, qui est-ce qui va devoir intervenir dessus? Ok, je reprends mon schéma. Euh, alors, c'est vrai que vous, à votre niveau JAJT3, vous êtes souvent seul, mais c'est vrai que si vous avez un binôme, on a une régulation qui est un petit peu différente. Déjà, il y a une répartition des tâches qui est un petit peu différente. Ça veut dire que globalement, alors je mets du coup votre partenaire dans la zone, je vous garde comme arbitre de Ouais, champ. c'est juste la question, hein, c'est juste par rapport du coup à mon placement, hein, parce que si du coup c'est vrai qu'il y a un défenseur de la zone, est-ce que si mon binôme est là, et ben je dois me placer comme vous me l'avez montré avant, quoi. Tout à fait. Alors, globalement, un des principes pour pouvoir couvrir à deux le terrain, alors, on parle de placement en diagonale, mais le placement en diagonale, ce n'est pas un placement qui est arrêté, c'est comme ça. C'est parce que ça nous permet de tout voir à deux, en fait. Donc, ça c'est important. Et notamment, donc, dans le placement et déplacement, on a oublié de dire une chose qui est importante, c'est le placement et déplacement permet de voir, surtout ça qui nous intéresse, au-delà de D'accord. la présence qu'on peut marquer. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Principalement, si votre binôme c'est un arbitre de but ou si c'est vous en tant qu'arbitre de but, vous allez vous centrer principalement pour avoir un champ de vision qui vous permet de voir de tout ce qui se passe, notamment sur le jeu à 6 mètres, et éventuellement de votre côté. Donc ça veut dire que le placement et déplacement de l'arbitre de but ou de zone, il est aussi important pour s'ouvrir les angles et puis éventuellement voir un petit peu ce qui se passe. Voir aussi l'intervalle, hein. Ça c'est des choses qu'on a un petit peu parlé, mais qu'on peut développer par la suite. Donc, votre arbitre du coup de zone, il va se centrer principalement sur notre porteur de balle. Et lui aussi, si la balle est à l'opposé, ouvrir son angle. Mais à l'inverse, si la balle se retrouve de son côté et que la balle est sur le pivot, il va falloir qu'il puisse se positionner pour voir au maximum l'angle, plus grand angle possible pour pouvoir voir ce qui va se passer dans cet espace-là pour savoir qui a gagné ou pas. D'accord. Donc, ça c'est un point qui est important. Ensuite, il y a un autre point qui est aussi important. Bon, ça va dépendre des binômes. Il y a quand même des grands principes de répartition. Mais globalement, là, je ne suis pas gêné sur cette défense qui est plutôt alignée. Moi, en tant qu'arbitre de champ, je peux me déplacer facilement. Mais il faut quand même que je laisse un peu de responsabilité à mon partenaire. Mais globalement, tout ce qui va se passer sur le jeu au loin, c'est-à-dire entre parenthèses à 9 mètres ou autre, ça va être plutôt pour l'arbitre de champ. Donc, dans les déplacements, il n'y a pas que la prise d'intervalle, mais il y a aussi les déplacements dans les espaces qui sont devant la défense. Et derrière la défense, c'est-à-dire derrière la ligne d'épaule, ça va être plutôt à répartition du coup de l'arbitre de zone. Donc devant la ligne d'épaule, plutôt l'arbitre de champ. Derrière la ligne d'épaule des défenseurs, d'accord, ça va être plutôt l'arbitre de but. D'accord. Dernier point, là, si on compte les espaces, donc on a un espace qui est ici entre le 0 et le 1. Le 0, c'est une ligne, le 1, c'est le défenseur numéro 1. Là, entre le 1 et le 2 et le 3, le 3 et le 3 et le 2 et le 3. Moi, j'invite en tout cas, c'est une proposition, ce n'est pas une finalité, ça peut changer sur les binômes. Mais globalement, ce qui se passe entre le 1-2, on sait que si un arbitre se déplace, il peut voir ça. Entre le 2-3 aussi, entre le 3-3 aussi. Après, entre le 2-3, on s'aperçoit que l'arbitre de but est plus à même de voir les choses, donc voir cet intervalle-là, celui-là et celui-là. Donc, je ferai plutôt cette répartition-là. Donc, ça garde la dynamique de l'arbitre de champ pour se déplacer et voir les espaces. Et puis, pensez à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire que si la balle elle est positionnée ici sur un demi-centre qui s'engage, il ne faut pas que je me mette dans l'alignement, mais plutôt de côté, ce qu'on appelle de trois quarts, ce qui me permet d'avoir un angle qui est assez grand. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on voit les interactions du défenseur qui vient fermer ou pas. Donc D'accord. là, à la limite, dans cet espace-là, ce serait plutôt l'arbitre central de gérer. Et là, s'il y a une passe au pivot, ce serait plutôt, en termes de vision, plutôt à l'arbitre de but de voir ce qui se passe, non seulement parce que c'est un 6 mètres, mais en plus, c'est devant un intervalle qui est proche de lui. D'accord. Ok. Bah, c'est bien plus clair en tout cas. Merci par rapport pour ces éléments, hein. C'est vrai que c'est intéressant du coup de savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser et se placer en binôme aussi. Et moi, du coup, la petite dernière question que j'aurais hein, rapidement, c'était bah, moi, si je suis arbitre de champ, est-ce que mes déplacements, ils vont être différents si en face de moi, ben, l'équipe qui est en défense est en défense étagée, D'accord. par rapport à si l'équipe qui est en face de moi, elle défend aplatie. Est-ce que je vais me déplacer différemment? Est-ce que je vais devoir me placer différemment? Alors, forcément, ça va avoir un impact, puisqu'en fait, si on reprend les éléments qu'on a cités auparavant,
on doit chercher à se désaligner en permanence, ne Ouais. pas avoir, on va dire, de zone d'ombre hein, pour l'arbitre. On parle de zone d'ombre pour les joueurs, mais on peut parler de zone d'ombre pour l'arbitre. Hein, c'est-à-dire qu'on est masqué par quelque chose qui ne nous permet pas de voir. On est plutôt dans l'interprétation et c'est souvent là qu'on se trompe parce que soit on siffle et on imagine, c'est-à-dire qu'on crée la situation, soit à l'inverse, on ne voit pas et puis là, on ne siffle pas. Donc, moi, la défense, vous avez le plus souvent rencontré en tant que JJT3 et celle qui pose le plus de difficultés, c'est la défense 1-5. Donc, un joueur avancé et 5 derrière. Puisqu'en fait, il y a une zone qui est compliquée à gérer et qui va être recherchée régulièrement par les attaquants, notamment les arrières, ou le pivot. Hein. Un des principes quand on a une défense stagée, c'est d'essayer de mettre la balle ou de créer un surnombre entre les deux lignes. Donc, un des principes, c'est que du coup, l'attaquant, il vient attaquer là, quoi. Donc là, si par exemple, je mets la balle et que le demi-centre a gagné le joueur avancé, je ne sais pas si vous voyez, mais vous vous retrouvez aligné complètement avec du coup ce 3 avancé. Donc, deux perspectives. En solo, si vous avez le temps de vous déplacer autour, mais par contre, ça va vous demander d'être plus loin, parce que forcément, le demi-centre va vous faire reculer. Il a besoin de plus d'espace pour manœuvrer. Donc, il pourrait y avoir ça. À l'inverse, vous avez d'autres stratégies. Alors là, on a rarement de demi-centre gauche, et plutôt le mettre à droite. Donc là, c'est plutôt cette stratégie-là. À l'inverse, si vous vous retrouvez avec une personne qui va jouer dans le dos et que vous n'avez pas le temps de prendre la profondeur pour aller à droite, vous avez plutôt intérêt à plonger pour voir ce qui se passe dans les deux lignes entre la profondeur. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais l'angle qu'on voit, l'autre intervalle qui existe aussi, c'est de jouer entre les deux numéros 3. Donc là, en l'occurrence, dans le arbitre, si j'ai un joueur qui vient ici, on voit bien les interactions qu'il peut y avoir, soit par la descente du 3 avancé, soit par la montée du 3 bas, qui peut interagir éventuellement avec ce demi-centre. Et en binôme, on a les mêmes logiques. Petite différence, c'est que si je n'ai pas le temps de faire l'effort là en binôme, au contraire, il faut que je laisse la responsabilité à mon arbitre de but de la prendre. Et moi, je vais plutôt gérer l'espace qui va être là, hein, qui va être ici. Ou moi, je vais plonger pour voir ce qui se passe. Et puis éventuellement, s'il y a l'engagement ici du coup de demi-centre qui passe, et en fait, regardez, votre arbitre de but, il peut voir l'intervalle entre le numéro 2 et le numéro 3 qui est assez clair, quoi. D'accord, ok. D'accord, c'est bien clair avec toutes ces informations, hein. Je pense que du coup, tous les cas de figure, on les a vus. Je vais pouvoir discuter avec ça de mon binôme, du coup, et puis je vais pouvoir m'organiser de cette manière-là pour pouvoir arbitrer comme il faut et me placer comme il faut. Voilà. Comme j'ai été un petit peu rapide aussi, parce que j'ai essayé de répondre et vous n'avez pas beaucoup de temps, moi non plus, juste une petite synthèse que vous pourrez retrouver sur le site du coup de la Ligora. Alors certainement sur le document IAND, puisqu'on veut développer que nos JHT3 utilisent de plus en plus l'outil IAND, donc on leur demande d'y aller et de récupérer les documents. Donc il y aura ce document qui est un document synthèse sur ce qu'on vient de s'expliquer. Et puis par la suite, on enverra peut-être le document à d'autres personnes, parce que ce serait intéressant aussi que notre encadrement des écoles d'arbitrage, nos accompagnateurs territoriaux, voire même du coup nos entraîneurs comprennent comment un arbitre fonctionne, comment il se déplace, et puis comment on peut le prendre en compte dans le jeu. Ça nous paraît intéressant. Donc forcément, c'est un document qui serait intéressant à partager avec les autres acteurs, quoi. Ok, super. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et De puis, rien. j'espère que vous referez d'autres vidéos comme ça parce que c'est très agréable à voir et puis c'est attractif en tout cas. On va essayer de prendre le temps de le faire. On a beaucoup de questions sur les contenus. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps de le faire. Et ça, c'est un moyen utile pour pouvoir partager avec tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, au moins avoir des idées, puisque la plupart du temps, ce qui manque vraiment aux personnes, c'est d'avoir des grands principes. Et j'espère que le petit document vous expliquera ces principes et vous pourrez en tout cas les comprendre, voire les expliquer à d'autres personnes. Super. Bah écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.